Bonjour YouTube, bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième chapitre de ma deuxième lecture qui porte sur le rapport du Congrès américain sur l'épidémie de coronavirus. Sauf qu'aujourd'hui ce sera une petite exception parce qu'on ne va pas se pencher sur le rapport, on va se pencher sur une étude qu'on avait déjà mis en évidence lors du premier chapitre. Alors si vous vous souvenez bien, quand on a été chercher la définition de c'est quoi un spillover, on est tombé sur un article du newsmedical.net. Jusque-là, pas de souci. Donc, il nous expliquait c'était quoi un spillover. Donc, en français, c'est un débordement. Et surtout, ce qui m'avait, moi, interloqué, c'est qu'il disait que c'était un événement de spillover qui avait causé le virus du Covid-19 de passer des chauves-souris aux humains. Et j'étais là, je m'étais dit, mais enfin, c'est pas vraiment ça la théorie actuellement. Et en fait, on se rendait compte que c'était un article de 2021. Je ne sais plus où on voit ça, attendez. Ah oui, qu'il avait été mis à jour la dernière fois en mars 2021 et qu'il avait différentes références de littérature scientifique. Et je m'étais attardé sur les dernières références ici parce qu'il y a des noms à sonorité, à consonance plutôt chinoise et asiatique. Et dans le rapport du Congrès américain, eh bien justement, on va beaucoup parler de ces chercheurs d'origine asiatique et étant américains, ou parfois des chercheurs chinois vivant en Chine. Et les deux, ces deux types de profils vont apparaître dans le, le rapport du Congrès. Donc je m'étais dit, c'est intéressant, si jamais je retrouve un de ces noms dans le Congrès, dans le rapport du Congrès et dans cette référence scientifique, ça pourrait être intéressant d'aller voir ce qui a été dit. Mais mes chers amis, j'ai encore mieux que ça. Parce que comme je m'étais concentré sur les noms à consonance asiatique, je n'ai pas vu ici le nom de Peter Daszak. Peter Daszak qui est donc Peter Daszak, on en a beaucoup parlé déjà, le président de la société EcoHealth Alliance. Qu'est-ce que vient faire le docteur Daszak ici, me direz-vous? Eh bien, il a été euh, euh, plutôt dans l'édition et la publication de cet article scientifico-scientifique. L'article, c'est donc ici en anglais, je vais le traduire en français, le titre, mais on peut le lire donc en première page, c'est Interaction euh, homme-animal et potentiel de propagation du coronavirus des chauves-souris parmi les habitants ruraux du sud de la Chine. Et je passe sur ma scène de lecture. Donc, on voit ici le nom du docteur Daszak. On voit ici tout un tas de personnes qui sont d'origine asiatique. On voit que l'article a été mis à jour la dernière fois en 2021. Et alors, la publication scientifique qui va nous intéresser aujourd'hui, elle est ici et elle date de 2019. Et non seulement elle date de 2019, mais en fait elle date de septembre 2019, donc quelques mois avant les premiers cas de coronavirus. Enfin, je devrais dire de Covid-19. Donc voilà, l'étude elle est publiée sur le site du NIH. NIH, on en a déjà également parlé, il me semble, en tout cas cité dans le premier chapitre de cette lecture. Mais ce n'est pas grave. Donc on voit que l'article est publié ici. Ce que je vais vous inviter à faire maintenant, c'est lire le résumé de cet article. Comme ça, on va comprendre de quoi ça parle. Voilà, voilà. Vous êtes prêts les enfants? Oui! Résumé. L'interaction humaine avec les animaux a été identifiée comme facteur de risque principal pour plusieurs zoonoses à fort impact, notamment de nombreuses maladies virales d'origine chauve-souris. Cependant, les événements de transmission de l'animal à l'homme qui conduisent à des maladies émergentes sont rarement observés ou examinés cliniquement. Et le lien entre interaction spécifique et risque de transmission est mal compris. Pour étudier ce phénomène, nous avons mené une surveillance biologique et comportementale auprès des résidents ruraux des districts du Yunnan, du Guangxi et du Guangdong dans le sud de la Chine.
où nous avons identifié un certain nombre de coronavirus liés au SRAS chez les chauves-souris. Des échantillons de sérum ont été testés pour 4 coronavirus transmis par les chauves-souris à l'aide de tests immuno-enzymatiques, ELISA, récemment développés. Les données d'enquête ont été utilisées pour caractériser les associations entre le contact homme-animal et le risque de transmission du coronavirus des chauves-souris. Au total, 1596 résidents ont été inscrits à l'étude de 2015 à 2017. 9 participants, 0,6%, ont été testés positifs pour les coronavirus des chauves-souris. 265, 17%, participants ont signalé des infections respiratoires aiguës sévères, IRA, ou des symptômes de syndrome grippal, SG, au cours de l'année écoulée. Qui étaient associés à des contacts avec des volailles, des carnivores, des rongeurs, musaraignes ou des chauves-souris, avec une variabilité selon le revenu familial et le district de résidence. Cette étude fournit des preuves sérologiques de la propagation du coronavirus des chauves-souris dans les communautés rurales du sud de la Chine. La faible séroprévalence observée dans cette étude suggère que la propagation du coronavirus des chauves-souris est un événement rare. Néanmoins, cette étude met en évidence les associations entre l'interaction homme-animal et le risque de propagation zoonotique. Ces résultats peuvent être utilisés pour soutenir une surveillance comportementale biologique ciblée dans les zones géographiques à haut risque afin de réduire le risque d'émergence de maladies zoonotiques. Donc c'est bien ce qu'on disait déjà dans le premier chapitre. C'est que je ne nie pas, personne ne nie que des maladies peuvent passer de l'animal à l'homme et inversement. Et donc on a des gens comme le docteur Dassac et son équipe qui se baladent en Chine et font des études sur les populations en contact avec les chauves-souris et pour voir comment ces virus peuvent passer de l'animal à l'homme. Et donc personne ne nie qu'il y ait des humains qui sont infectés, comme c'est dit ici dans l'article, par des chauves-souris. Par exemple, ici, on voit 9 participants ont été testés positifs par les coronavirus des chauves-souris. Ce qu'on dit, par contre, c'est que pour le SARS-CoV-2, le virus du Covid-19, on n'a jamais trouvé de traces, alors que pourtant, de traces de la lignée évolutive de ce virus, alors que effectivement, on a plein de gens, même avant l'épidémie, qui font de la récolte d'échantillons de sang, de salive, d'humains, de chauves-souris, et ce depuis des années et des années en fait. Et voilà, c'est justement pour comprendre comment les virus passent des animaux aux humains que le docteur Dassac et des gens dans son équipe et d'autres personnes de ce style donc se baladent dans la campagne chinoise, font des prélèvements et alors également produisent des expériences comme l'expérience dont on a parlé au premier chapitre qui vise à augmenter, à donner des gains de fonction à des virus du coronavirus afin d'observer comment celui-ci peut passer et infecter l'homme. C'est notamment une étude qu'il a souhaité faire financer et qu'il décrit quand il a fait sa demande de financement au DARPA. Il décrit qu'ils vont prendre des virus du SARS-CoV qui vont leur donner une fonction, un gain de fonction, même si ça va être... bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, il ne dira pas que c'est du gain de fonction, hein, parce que ça c'est interdit en fait. Il dira de façon détournée, mais ça sera du gain de fonction au final, qu'ils vont donner un clivage de la furine, donc tout ça on a décrit au chapitre 1, à ces virus du SARS-CoV, et comme ça ils pourront observer comment ces virus infectent les cellules humaines. Donc c'est de la manipulation génétique afin d'obtenir des virus de type chimère. Et voilà, tout ça est documenté
dans la mesure du possible, bien sûr, parce que les preuves ont été le plus possible cachées également, de la part du docteur Dassac, de sa société EcoHealth et de ses collaborateurs qui, voilà, je ne vais accuser personne bien sûr, mais c'est ce qu'on lit dans le rapport du Congrès américain. Donc sans plus attendre, maintenant qu'on a lu le résumé, donc ce chapitre 6, c'était un peu une exception. Je pense pas que ça arrivera encore, mais je vais continuer à traduire des passages de cet article scientifique dont on n'a que le résumé actuellement. Et comme ça fera, ce deuxième chapitre sera un petit peu une parenthèse en fait dans la lecture du rapport du Congrès américain et peut-être nous permettra de mettre en lumière, de mieux comprendre qu'est-ce qu'on fait en Chine exactement, pourquoi on le fait et qui paye tout ça. Allez, c'est parti. C'est parti. 1. Introduction dans la région du sud de la Chine, où la biodiversité est très importante, les interactions entre les humains. La faune et le bétail sont probablement courantes et sont considérées comme un facteur de risque dans l'émergence de maladies infectieuses zoonotiques. Les interactions entre humains et animaux peuvent constituer une menace particulière pour la santé publique dans les communautés rurales où les contacts avec les animaux sont fréquents et où les mesures de prévention des maladies sont probablement moins bien développées. Bien que l'on pense que les interactions entre humains et animaux sont associées à l'émergence de maladies zoonotiques, peu d'études ont abordé la nature des interactions spécifiques qui se produisent entre les animaux, en particulier les animaux sauvages, et les humains et qui conduisent à la propagation d'agents. Donc, d'agents pathogènes, et maintenant on passe à la suite. Les chauves-souris, ordre des chiroptères, sont des réservoirs d'un grand nombre de virus zoonotiques, dont des coronavirus, CoV, qui ont provoqué des épidémies de maladies dans les populations humaines et animales. Le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère, SRAS-CoV. Agent causal de l'épidémie de SRAS qui a touché 32 pays en 2002 à 2003, infectant 8096 personnes et causant 774 décès. Le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, MERS-CoV, qui a causé 823 décès sur 2374 cas humains dans 27 pays à la fin février 2019, et qui aurait initialement débordé des chauves-souris vers les chameaux, chez lesquels il est désormais endémique. Et le coronavirus du syndrome diarrhéique aigu sévère, SADS-CoV, qui est apparu dans la population porcine du sud de la Chine et a causé la mort de plus de 20 000 porcelets en 2017 et 2018. Bon, déjà pas cool. Ouais, on se rappelle de l'épidémie du SRAS en 2002-2003 pour les plus anciens d'entre nous. À l'époque, on flippait déjà tous, mais ça n'avait rien à voir avec le Covid-19. On voit ici qu'il y a des chameaux maintenant qui sont infectés, super. Et les pauvres petits porcelets qui sont morts aussi, 20 000 petits porcelets. Et voilà, on ne parlera pas des millions de morts du Covid-19, pas ici. Mais donc on comprend bien que les chauves-souris sont un réservoir important de virus à caractéristiques zoonotiques, dont les coronavirus. Continuons, voulez-vous ? Une grande diversité de coronavirus, dont les coronavirus apparentés au SRAS, SARS-CoV, a été découverte chez les chauves-souris. Et les études phylogénétiques et pathogéniques de ces coronavirus suggèrent une forte capacité de transmission au-delà des barrières interspécifiques. Cependant, peu d'études ont analysé les événements de transmission de chauves-souris à l'homme dans des conditions non épidémiques. Probablement en raison de la rareté de ces événements et des difficultés à identifier les populations à risque ou les zones géographiques cibles. De plus, les symptômes d'une infection par un nouveau coronavirus de chauve-souris dans la population humaine peuvent ne pas être cliniquement reconnus au moment de l'émergence en raison d'un manque de surveillance adéquate ou d'une confusion avec d'autres maladies. Cela représente un risque de biosécurité important compte tenu du nombre important et croissant de coronavirus découverts chez les chauves-souris et de la large répartition des populations de chauves-souris dans les régions rurales telles que le sud de la Chine.
Donc voilà, dans un but de prévention, encore une fois, hein, on retrouve ce que je disais déjà au premier chapitre, dans un but de prévention, on va analyser les transmissions zoonotiques en situation non épidémique pour comprendre les premiers symptômes et en fait, entre guillemets, calculer et connaître le risque. Allez, c'est parti. Et moi, je me suis fait un petit thé comme d'habitude, le thé des familles, et je lance la lecture. Dans cet article, nous rendons compte d'une étude conçue pour caractériser le potentiel de propagation du coronavirus des chauves-souris associé à un comportement humain présumé à haut risque dans les communautés rurales du sud de la Chine. Nous avons recueilli des données lors d'une enquête sérologique et comportementale communautaire pour comprendre les facteurs déterminants de la propagation du coronavirus des chauves-souris, fournissant des éléments de preuve pour développer des stratégies communautaires de prévention de l'émergence de maladies zoonotiques. Voilà, hein, donc toujours dans ce cadre de prévention de l'émergence de maladies zoonotiques. Donc oui, voilà, c'est comment vous dire, on peut partir d'une bonne intention en tout cas, et on peut pas, enfin moi je ne peux pas non plus accuser le docteur Daszak de tous les maux. C'est vrai que le trait tiré par le rapport du Congrès américain, lui, est moins fin, un peu plus gras, on va dire. Tout n'est pas clair non plus, notamment, ben, on va y venir, on y viendra bientôt, mais ça donne quand même, cet article ici, cette publication scientifique nous donne un peu plus de contexte, une meilleure vue sur qu'est-ce qu'on fait donc en Chine, pourquoi est-ce qu'on le fait. Et en fait, bah, la zoonose, ça peut arriver dans d'autres régions du monde, et donc c'est important de comprendre. Je pense notamment à l'Afrique centrale, où il y a aussi pas mal de populations rurales qui sont en contact étroit avec toutes sortes d'animaux, notamment tout ce qui est primates, chauves-souris. Et les conclusions qu'on tire en Chine seraient, pour moi, valables, en tout cas d'un point de vue comportement humain, avec ce qu'on peut avoir dans d'autres régions du monde. Donc forcément, ce genre d'étude est très important pour nous aider à prévenir le plus possible les prochaines épidémies, et ça, je suis tout à fait d'accord. Continuons donc. 2. Matériel et méthode 2.1. Lieu de l'étude et population cible. Nous avons mené une étude transversale dans les districts du Yunnan, du Guangxi et du Guangdong, en Chine, qui sont connus pour leurs niveaux élevés de biodiversité faunique, leur activité commerciale active d'espèces sauvages et leurs événements historiques d'émergence de maladies zoonotiques. 8 sites d'études ont été sélectionnés dans des zones où nous avons déjà signalé divers coronavirus dans des populations de chauves-souris perchées à proximité, à moins de 5 km, d'habitation humaine. L'étude ciblait les populations humaines fortement exposées aux chauves-souris et à d'autres espèces sauvages, notamment les personnes qui visitent ou travaillent à proximité de grottes à chauves-souris, travaillent sur des marchés locaux d'animaux vivants, élèvent des animaux ou sont impliqués dans le commerce d'espèces sauvages, par exemple, la récolte, le commerce, le transport et la préparation d'animaux sauvages, comme l'ont identifié des entretiens ethnographiques exploratoires antérieurs. C'est clair dans le premier paragraphe, je trouve, donc on passe au deuxième paragraphe. 2.2. Recrutement et échantillonnage. Avant le recrutement et l'échantillonnage, le personnel du projet ayant reçu une formation à la recherche sur des sujets humains a visité chaque site participant pour présenter le projet à la communauté locale, avec l'aide de responsables des centres de contrôle et de prévention des maladies provinciaux et municipaux, pour susciter l'intérêt et élaborer des stratégies de recrutement. Le personnel du projet a organisé des réunions avec les comités villageois pour discuter de sujets liés à leur contact quotidien avec les animaux et de tout problème de santé dans la communauté qui les préoccupait particulièrement. Avec l'autorisation des autorités locales, les dirigeants communautaires ont effectué des visites à domicile et diffusé des annonces une semaine avant la collecte des données pour informer les résidents de la communauté de l'étude et de son plan de recrutement.
Toutes les informations ont été communiquées dans les dialectes locaux en utilisant un langage facilement compréhensible pour transmettre l'objectif de l'étude. Les directives d'éligibilité et d'inclusion, les risques et avantages potentiels de la participation, ainsi que l'heure et les lieux où l'étude aurait lieu. Nous avons cherché à obtenir un échantillon minimum de 400 participants de chacun des 3 districts, Yunnan, Guangxi et Guangdong, pour un échantillon total de plus de 1200 participants. Une méthode d'échantillonnage en boule de neige a été utilisée car la taille de la population sur les sites sélectionnés et les personnes fortement exposées aux animaux sauvages étaient difficiles à. Pour élucider, lors de chaque visite à domicile, nous avons demandé des informations sur les participants potentiellement éligibles au réseau des résidents. Puis nous avons suivi leurs recommandations pour recruter dans la communauté. Une seule personne par foyer a été recrutée pour participer à cette étude. Et aucun participant n'a été recruté dans des cliniques ou des établissements de soins de santé. Nous avons fait tous les efforts possibles pour inclure des participants issus d'une gamme d'indices démographiques, notamment le sexe, l'âge et le statut socio-économique. Ainsi que pour garantir que toute contribution était volontaire et impliquait un risque minimal pour les participants. 2.3 Collecte et gestion des données après l'achèvement du processus de consentement éclairé. Un questionnaire standardisé en mandarin a été administré par le personnel de l'étude parlant dans les dialectes locaux. L'entretien a été mené dans un environnement privé où la confidentialité a été préservée, et les enquêteurs et les participants ont été appariés par sexe. Les enfants âgés de 10 à 18 ans ont été interrogés avec la permission et en présence d'un parent ou d'un tuteur. Le questionnaire comprenait 5 sections comprenant des données démographiques, des conditions de vie et des moyens de subsistance, des voyages, des types de contacts avec des animaux et des symptômes de maladies inhabituelles au cours des 12 derniers mois. L'enquête a évalué les symptômes, notamment la fièvre avec toux et essoufflement ou difficulté à respirer, symptômes d'infection respiratoire aiguë sévère, IRA, et la fièvre avec douleur musculaire. Toux ou maux de gorge, symptômes de syndrome grippal, SG, annexe. Les symptômes d'IRA et d'ILI ont été inclus dans l'enquête en prévision de taux de séropositivité au coronavirus potentiellement faible. Ces symptômes sont couramment utilisés comme indicateurs dans la surveillance des maladies respiratoires infectieuses émergentes et sont connus pour être associés aux infections à coronavirus, par exemple, MERS-CoV, SARS-CoV. Par conséquent, les antécédents de symptômes de SARI et de ILI peuvent être analysés en plus des tests sérologiques pour maximiser notre compréhension du risque de propagation du coronavirus des chauves-souris. À présent, je vais résumer l'article et me concentrer sur les points que je trouve le plus intéressants. 3.4 Attitude à l'égard de l'émergence de maladies zoonotiques lorsqu'on les a interrogés sur les animaux et la transmission des maladies. Plus de la moitié des participants à l'étude pensaient que les animaux pouvaient propager des maladies, 56%, et s'inquiétaient de l'émergence de maladies provenant d'animaux sur les marchés humides. 52%. Parmi ceux qui s'inquiétaient de l'émergence de maladies, 46% ont acheté des animaux sur les marchés humides au cours des 12 derniers mois. Parmi tous les participants qui ont acheté des animaux sur les marchés humides au cours des 12 derniers mois, 32%. Certains, 39%, ont pris des mesures ou des stratégies de protection telles que se laver les mains, acheter des animaux vivants moins souvent, 30%. Ou acheter de la viande dans les supermarchés plutôt que sur les marchés d'animaux vivants, 29%. Très peu de participants ont envisagé de porter un masque, 7,1%,
ou des gants, 7,1%, lors de leur visite sur les marchés. Discussion. Nous avons utilisé une nouvelle approche de surveillance humaine pour intégrer les données sérologiques et comportementales afin de caractériser les associations entre le contact homme-animal et le risque de propagation de maladies zoonotiques dans le sud de la Chine. Cette étude fournit la première preuve sérologique de la transmission du SARS-CoV et du HKU10-CoV transmis par les chauves-souris à l'homme et met en évidence les voies de propagation potentielles par contact avec les animaux. Étant donné la grande diversité et le taux de recombinaison des coronavirus de chauve-souris, et la relation étroite du SARS-CoV avec le SARS-CoV, il est possible que l'exposition à ces coronavirus puisse conduire à l'émergence de maladies dans les populations humaines. Une surveillance continue des populations humaines et de chauves-souris, ainsi que d'autres études de pathogénèse de ces virus, sont importantes pour déterminer l'étendue du risque de maladie. Le contact avec les animaux était répandu parmi la population étudiée. L'élevage de volailles et la présence de rongeurs, musaraignes dans la maison étaient les types de contacts les plus courants. De même, le contact avec la volaille et les rongeurs, musaraignes, ainsi qu'avec les carnivores, a été identifié dans la régression Lasso comme étant associé à des symptômes auto-déclarés de syndrome grippal ou d'infection respiratoire aiguë sévère. Les résultats variant selon le revenu et la province. Il est important de noter que le questionnaire utilisait une classification générale du type d'animaux pour ces expositions en raison de la variabilité présumée de la capacité des répondants à identifier les espèces ou les genres d'animaux sauvages. Il est probable que l'exposition la plus importante que nous ayons identifiée, aux carnivores, reflète des animaux aussi divers que les civettes, les porcs-épics, les blaireaux furets et les taxons que les répondants ont reconnus comme n'étant ni des rongeurs ni des musaraignes. Cette étude a également évalué les risques pour la santé liés aux activités d'interaction humaine pour chaque participant à l'étude en fonction de ses antécédents de voyage et des antécédents médicaux des personnes avec lesquelles il vivait. L'objectif était de minimiser la possibilité que la maladie soit causée par une transmission interhumaine d'agents pathogènes causant des symptômes de syndrome grippal ou d'infection respiratoire aiguë sévère. Nous n'avons pas trouvé de preuve d'une relation directe entre le contact avec les chauves-souris et la séropositivité au coronavirus des chauves-souris dans la population humaine. Cependant, les contacts avec les animaux domestiques sont fréquents dans ces communautés et on sait que d'autres virus transmis par les chauves-souris ont été transmis à l'homme par le bétail, par exemple les hénipavirus et les filovirus. Il est possible que ces résultats reflètent d'autres expositions indirectes au CoV des chauves-souris. Et la surveillance future pourrait bénéficier de l'inclusion d'un large éventail d'animaux d'élevage et d'animaux péri-domestiques dans les études virales et sérologiques pour identifier les voies de transmission potentielle. Voilà, tout ça est très intéressant. C'est pour ça que c'est marrant ici, le ton très affirmatif de l'article, premier article qu'on avait trouvé qui nous amenait à cette publication scientifique qui disait un événement de débordement est ce qui a causé le virus du Covid-19 de se transmettre des chauves-souris aux humains. Alors que, bon, on voit, en tout cas, dans l'article de l'équipe du docteur Dassac, ils sont un peu moins directs. Ils disent qu'il n'y a justement pas de preuve d'une relation directe entre le contact des chauves-souris et la séropositivité au coronavirus des chauves-souris dans la population humaine. Cependant, c'est plutôt peut-être des animaux domestiques et de ces communautés. Et par exemple, les chauves-souris ont peut-être transmis via le bétail à l'homme de certains virus, et donc ça pourrait expliquer comment le coronavirus. Donc en fait, ils sont en pleine recherche, mais ils ne sont pas du tout aussi affirmatifs que de dire c'est une chauve-souris et ça a été à l'homme. Non, ils séparent toutes. Alors peut-être qu'effectivement l'article en question ici c'est quelque chose, c'est de la vulgarisation scientifique, donc en 3 lignes on peut pas être aussi précis que ce qu'on peut dire dans tout un article scientifique, mais voilà.
D'où l'importance de ne pas juste lire les petites lignes d'un journal, mais quand on veut vraiment être sûr de lire les sources et les références de ce journal pour bien comprendre les événements en jeu. Donc on a bientôt fini la lecture. Laissez-moi voir. Ok. Bien que l'on sache que les données autodéclarées sur les maladies peuvent être biaisées. Cette approche a été largement utilisée dans les études antérieures de surveillance des maladies et des facteurs de risque. Elle est utile comme système d'alerte précoce pour évaluer de larges catégories de facteurs au sein des communautés à haut risque dans une situation non épidémique. Cela est particulièrement important dans les régions rurales, où les gens ont des niveaux élevés de contact avec les animaux domestiques et sauvages. Mais peuvent ne pas demander un diagnostic ou un traitement en temps opportun, ce qui ralentit la détection et la réponse précoce. Si la majorité des personnes interrogées pensaient que les animaux pouvaient propager des maladies et s'inquiétaient de l'émergence de maladies provenant d'animaux sur les marchés humides, beaucoup n'ont pas pris de mesures pour se protéger de l'exposition. Des travaux plus approfondis sur les facteurs qui motivent ces attitudes locales face aux risques pourraient aider à développer des programmes de changement de comportement visant à atténuer les risques. Un certain nombre de mesures abordables et facilement adaptables pourraient être ciblées sur ces populations à risque. Notamment l'utilisation de gants et de masques lors de l'abattage ou de la découpe des animaux, et le lavage des mains. J'avoue, surtout si de plus en plus d'animaux, t'as les animaux de la forêt qui sont de plus en plus en contact avec le bétail des humains, le bétail des humains qui est en contact avec les animaux domestiques des hommes, et les hommes qui sont en contact avec le bétail et les animaux domestiques, qui peuvent être en contact avec les animaux de la forêt, donc tout ce merdier fait que effectivement de plus en plus de maladies vont se développer, passer d'une espèce à l'autre, et donc ce serait intéressant effectivement pour ces populations d'adopter les bons réflexes parce on va pas les empêcher de se nourrir forcément, hein. C'est une source de nourriture pour ces populations rurales. On va pas leur empêcher d'avoir une culture gastronomique voilà, ou des habitudes alimentaires. On n'a rien à dire en fait, mais effectivement on pourrait grâce à ces genres de travaux mieux comprendre et donc inciter les gens à se protéger dans leur comportement. Bientôt la fin du coup. Les faibles niveaux de séropositivité observés dans l'étude pourraient refléter un certain nombre de facteurs. 1. La rareté de la transmission par contagion et de la transmission de la chauve-souris à l'homme, comme cela a été signalé pour d'autres systèmes virus hôtes. 2. L'utilisation d'une technique de boule de neige pour la sélection des échantillons qui aurait pu biaiser la population échantillonnée. 3. La diversité limitée des coves que cette étude a testées. 4. La possibilité que ces infections entraînent des taux de mortalité élevés et donc que le nombre de survivants et le nombre de personnes séropositives soient faibles. Bien que cela semble peu probable car le taux de mortalité du SRAS était plus grand que 10% lors d'une épidémie qui comprenait une exposition à l'hôpital et donc probablement des doses infectieuses élevées. Et 5. Que les anticorps contre ces virus diminuent rapidement chez l'homme. Cette dernière hypothèse est étayée par les résultats selon lesquels les anticorps contre le SRAS diminuent rapidement, 2 à 3 ans, après la maladie. L'élargissement de cette approche à une population plus large. En utilisant une approche longitudinale, échantillonnage répété, et en ciblant les personnes qui appartiennent aux catégories à haut risque identifiées ici pourrait fournir un plus grand nombre de séropositifs et des informations plus cruciales sur les facteurs déterminants de la propagation virale. Cependant, malgré la petite taille des échantillons, cette étude suggère qu'un nombre important de personnes dans les zones rurales du sud de la Chine sont exposées au virus transmis par les chauves-souris, et que l'exposition se produit probablement par le biais des pratiques quotidiennes ou normales des communautés rurales, plutôt que par des comportements spécifiques à haut risque, par exemple la chasse aux animaux sauvages. Compte tenu du potentiel avéré de certains SARS-CoV circulant actuellement chez les chauves-souris du sud de la Chine,
à infecter les cellules humaines, à provoquer des signes cliniques dans des modèles de souris humanisés et à conduire à des infections qui ne peuvent être traitées par des thérapies monoclonales efficaces contre le SARS-CoV. Cela représente un danger clair et présent pour notre biosécurité et notre santé publique. D'autres études visant à déterminer la relation entre l'exposition au SARS-CoV et au HKU10-CoV et la maladie chez les personnes pourraient aider à élucider ce risque et à fournir des stratégies essentielles. Alors c'est intéressant ce dernier paragraphe parce qu'il offre un autre son de cloche que ce que j'ai pu lire dans le rapport du Congrès américain. Donc ils disent ici, compte tenu du potentiel avéré de certains SARS-CoV circulant actuellement chez les chauves-souris du sud de la Chine, à infecter les cellules humaines. Donc ça, je trouve ça très intéressant, mais malheureusement, je vais voir s'il y a une source, attendez. Il y a effectivement des sources qu'on pourra aller voir plus en avant. A provoqué des signes cliniques dans des modèles de souris humanisés. Donc ça, ok. J'imagine que c'est aussi dans les sources, plus en avant. Il a conduit des infections qui ne peuvent être traitées par des thérapies monoclonales. Alors j'ai été voir ce que ça veut dire thérapie monoclonale. Des anticorps monoclonaux, c'est des thérapies ciblées. Ils ciblent spécifiquement les cellules cancéreuses ou au tissu autour de la tumeur. Sont des anticorps produits par une même lignée de lymphocytes B activés. Alors, les anticorps monoclonaux vont reconnaître une partie spécifique du microbe. L'antigène est ici fixé dans le cas de maladies infectieuses. Ok, tout ça fait sens. Je vais traduire un dernier paragraphe et ensuite me pencher sur les sources 58, 59 et 60. Déclaration d'éthique. Cette étude a été approuvée par le comité d'éthique médicale de la Faculté des sciences de la santé de l'Université de Wuhan. Le comité d'examen institutionnel de l'Université de Californie à Davis, numéro 804522-6, et le comité d'éthique de la recherche Hummingbird, numéro 2014 à 23, 8. Remerciement. Ce travail a été soutenu par le projet PREDICT Emerging Pandemic Threats de l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, accord de coopération numéro AIDOAA 14 00 102, et par le National Institute of Allergy and Infectious Diseases des National Institute of Health, prix numéro R01AI110964. Donc voilà, les trois dernières références, je lis le titre de ces trois études. Des coronavirus synthétiques de chauves-souris recombinant comme des SARS sont infectieux dans la culture de cellules et de souris, et dans la souris, pardon. Deuxième article, des clusters de SARS circulant dans de coronavirus circulant parmi les chauves-souris montrent des potentiels d'émergence pour l'humain. Et enfin le dernier article, des WV1-CoV comme des SARS poised, laissez-moi lire ce que ça veut dire, pondérés pour l'émergence humaine. J'ai regardé déjà un petit peu les noms de différents scientifiques dans ces articles et je retrouve un nom qu'on a déjà lu, c'est le nom de Baric. Donc si je regarde ici Baric, on a déjà parlé d'un certain Baric. Ici, c'est le docteur Ralph Baric, professeur de département d'épidémiologie, Université de North Carolina at Chapel Hill. Alors c'est Ralph Baric et on a bien un Baric RS, donc je présume que c'est lui. Et on pourra peut-être aller lire tout ça. Je vais déjà en profiter pour... Dites-vous que là, pour l'instant, la vidéo est finie. On a 41 minutes 50. D'abord faire une conclusion. Alors, en conclusion, eh bien, on comprend pourquoi on fait actuellement des études. On faisait et on fait certainement encore des études particulièrement au sud de la Chine. Parce que, comme ils avaient l'air de dire,
il y a actuellement des populations de chauves-souris qui sont infectées avec des SARS-CoV, des coronavirus qui sont susceptibles d'infecter les humains. On explique voilà, qu'on fait des études sur les gens, on fait des échantillons en cadre hors épidémique. Donc ça, c'est le côté naturel. Et puis également, alors, on fait des études en laboratoire, on prend des coronavirus, on fait des cultures de cellules humaines et on regarde si les cellules peuvent être infectées. Bon, ça c'est la partie jolie de l'iceberg, parce que justement dans le rapport du Congrès américain, on nous suggère qu'il y a eu également manipulation alors que c'est interdit et gain de fonction génétique de ces virus. Et dans des environnements de laboratoire qui ne sont pas satisfaisants pour permettre que ces virus ne se retrouvent pas ensuite en liberté dans la population humaine. Donc voilà, c'est un peu les deux côtés de la même pièce, et là on est plutôt du côté joli pour l'instant, du côté sympa. Donc ce que je vous propose, c'est de terminer ici après cette conclusion. Donc dites-vous que là, vous pouvez quitter la vidéo si vous voulez. Je vais juste continuer à faire des recherches pour préparer la vidéo suivante. Et voilà, ça se limite à ça, mais cette vidéo-ci, cette lecture-ci est finie. Voilà. Mais vous pouvez rester si vous voulez. Donc voilà, là c'est quand même un article assez ancien en 2008. Ils expliquent qu'ils font des cultivations. Je vais pas aller beaucoup plus loin, mais ils cultivent des organismes zoonotiques en culture, du coup. Ils isolent les génomes. Ah oui, donc l'entièreté des génomes pour du clonage et des études génétiques. Cette habilité de designer et de récupérer des pathogènes reconstitués d'ADN synthétisé a le potentiel de surpasser ces obstacles en permettant des études de réplication et de pathogénèse sans identification ou réservoir d'espèces ou cultivation d'isolats primaires. Donc on voit, ici, il n'y a pas l'air d'avoir de gain de fonction. Juste, peut-être ici, il disait, c'est pas un gain de fonction, hein, je pense pas. Attendez, je suis pas un spécialiste après. Tester la route possible d'une émergence d'un BAT-SCoV, BAT étant chauve-souris, donc un SARS-CoV de chauve-souris non cultivable à un humain SARS-CoV
nous avons designé un Batkov consensus, un génome de Batkov consensus, et replacer la spike du Batkov récepteur binding, donc qui se lie au récepteur, avec le SARS-CoV RBD. Laissez-moi comprendre. Ouais, c'est ça. Donc, ils ont créé, entre guillemets, hein, ils ont. Ah non, designed. C'est désigné ou designé? Attendez. Ah ouais, nous avons conçu, nous avons designé. Attendez, alors, c'est quand même flashant. Nous avons conçu un SARS-CoV de la chauve-souris consensus, donc qui ferait consensus tout simplement, donc un générique, je dirais. Et en fait, ils ont remplacé la protéine spike du SCOF de la chauve-souris, qui est cette protéine qui se lie aux cellules de la chauve-souris pour l'infecter. Ils ont remplacé cette spike par de la spike de ce qui serait une protéine qui se lierait cette fois-ci aux cellules humaines. Et donc ils ont remarqué que cette chimère, en fait, était infectieuse dans les cultures de cellules humaines et dans la souris. La souris, on fait beaucoup d'expériences dessus. Hein. Et quand même, ça a été de façon efficace neutralisé par les anticorps spécifiques pour à la fois les chauves-souris et les protéines spike du CoV humain et de la chauve-souris. Donc les anticorps ont su quand même se débarrasser de ce truc. Mais donc voilà, là je sais pas si on peut parler de gain de fonction, je n'ai aucune idée, mais on a créé, entre guillemets, je vais quand même vérifier ce que ça veut dire consensus, mais pour moi c'est ça que ça veut dire. Un consensus, c'est ce qui fait consensus, donc qui met tout le monde d'accord. Donc ils ont conçu un génome d'un SARS-CoV de chauve-souris qui fait consensus. Ils ont remplacé la protéine spike ce qui permet au SARS-CoV, au virus, de se lier à la cellule. Ils ont enlevé cette spike qui était de chauve-souris et l'ont remplacée avec une spike de SARS-CoV. Donc ici ils disent que c'est SARS-CoV, donc c'est pour les humains. En gros, voilà, c'est ça. Et donc ce truc, ce virus de chauve-souris à qui on a donné des spikes pour se lier à des humains, ça marche dans les cultures de cellules. Voilà. Donc peut-être qu'on parlera de cet article. Et donc une démonstration de plus de toutes les expérimentations. On en fait à la fois sur le terrain et on en fait également en laboratoire. Voilà, comme ça vous savez.